Aujourd'hui, on nous dit comment être, quoi faire, quoi valider, quoi montrer. On nous dit ce qui est bien, ce qui est trop, ce qui est pas assez. Et à force d'écouter tout le monde, on finit par ne plus s'entendre en soi-même. Et si on sortait enfin de l'injonction sociale pour revenir à qui on est vraiment? Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, c'est-à-dire comment exister sans se perdre dans les attentes des autres. Identité, estime de soi, comparaison sociale, pression culturelle, exigence familiale, autant de regards justement qui finissent par définir comment on se sent. Alors comment revenir à soi, comment s'estimer autrement qu'au travers de ce que les autres pensent, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'envers du décor. Alors, il est clair que la société nous impose des normes de réussite, des normes de performance, des normes aussi d'apparence et puis des normes aussi de rôles sociaux. Chacun de nous sommes appelés dans cette société à jouer un rôle particulier. Et beaucoup d'entre nous construisons notre identité sur ce qu'on attend de nous et pas sur ce qu'on veut véritablement. Et puis en plus, il y a les comparaisons permanentes qui commencent depuis l'enfance, soit entre frères et sœurs, soit entre parents, entre cousins, voilà. Et en fait, ça peut générer toutes ces comparaisons permanentes, que ce soit par rapport aux résultats scolaires, par rapport à un comportement, ou même par rapport à un trait de caractère. Ça peut générer des doutes, de la peur du jugement, de l'insatisfaction de soi aussi, et puis de notre environnement. Et puis de la dévalorisation chronique aussi, puisqu'on était nourri par les critiques des autres, par les comparaisons, par les jugements. Et puis l'estime de soi commence à devenir à ce moment-là dépendante. Dépendante du regard des autres, de leur appréciation, de la validation extérieure et surtout de l'image que l'on renvoie à soi-même. Ça veut dire en gros que on grandit dans cette idée que nous donne le regard des autres de nous-mêmes, sans regarder à l'intérieur de nous pour savoir qui on est, mais on se définit par rapport aux autres. Et un des moments clés dans la vie où cette définition commence à prendre forme, c'est au niveau de l'adolescence, où effectivement l'enfant commence à se définir par rapport au regard du groupe auquel il appartient, en tout cas par rapport au regard des autres. Et puis, tout ça génère des comportements de compensation. Des comportements de compensation, c'est-à-dire une suradaptation. Ça peut être aussi du perfectionnisme, de l'effacement, de l'hypercontrôle. Je m'efface parce que je ne trouve pas ma place, par exemple. Ou bien je trouve que c'est plus facile de ne pas exister et de faire comme si j'étais pas là et de ne pas moufter parce que je ne sais pas quel rôle et quelle place je dois tenir. Voilà. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de se demander qui est-ce que je suis à part de ce que les autres attendent de moi? Et c'est là, justement, qu'on va explorer pour comprendre mieux les dynamiques de tout ça, de se retrouver et de sortir de cette injonction sociale. Alors, comme je l'ai dit, l'identité se construit tout d'abord dans la famille. On a des attentes, les parents ont des attentes envers les enfants les frères ont des attentes envers les sœurs, puisqu'il y a des rôles sociaux qui se jouent directement au sein du noyau familial. Il y a des rôles assignés. Un garçon ne va pas faire ce qu'une fille fait et vice-versa. Ce sont des rôles dont on a hérité de génération en génération. Même si dans notre société, les rôles, on va dire, assignés se modernisent, on a tendance à vouloir les effacer, mais pas toujours de la bonne façon. Et puis, il y a aussi les louanges ou les critiques, c'est-à-dire que si les parents chantent les louanges d'un enfant, l'autre, par exemple, s'ils sont 2 ou 3 dans la fratrie, il va se rendre compte et va traduire ça en termes de préférence. Surtout que les enfants ont des caractères et des personnalités différentes et en fonction du parent, effectivement, ça peut être apprécié ou moins bien accepté en fonction de l'enfant. Et donc, ce qui se passe à la maison, dans le foyer, se transpose ensuite à l'école, puisqu'on vit, que ce soit au primaire, au secondaire, ou mais quand on est étudiant, hein, on vit par rapport au regard des autres. On est dans une classe, on doit interagir les uns avec les autres, interagir avec la maîtresse pour commencer, ensuite interagir avec ses camarades,
ensuite avec les profs, et ensuite si on fait partie d'associations, si on va dans des clubs de sport, voilà. C'est-à-dire que notre identité est toujours forgée par rapport au regard des autres, en fait. C'est ça, c'est un phénomène dont on se rend très très peu compte, qui est un phénomène tout à fait normal, hein, puisqu'il répond à des exigences de l'être social que nous sommes, des êtres sociaux que nous sommes. Mais le problème, c'est qu'on risque de se perdre là-dedans. Et ensuite, dans la société, voilà, j'ai toujours été très bonne à l'école, donc je suis très bonne au travail, où j'ai toujours voulu, enfin, aimer écrire, aimer dire des choses. Donc, soit je raconte, j'ai toujours aimé écrire à l'école, donc même adulte, je vais prendre mon cahier d'écriture pour noter les choses plutôt que de taper à l'ordinateur. Vous voyez, ce sont des choses que nos préférences, nos habitudes, nos automatismes se forgent dès notre plus tendre enfance. Et notre identité, tout comme ces automatismes et ces référents, en fait, ben, se forgent également tout au long de notre chemin de vie. Et il y a aussi, par le fait, du fait que nous sommes des êtres sociaux, ce besoin d'appartenance pour nous ajuster, trouver notre place au sein du groupe, parfois jusqu'à se perdre. Et cette pression sociale, justement, que nous ressentons, parfois pas du tout, parfois de façon très consciente ou de façon totalement inconsciente, elle fonctionne comme une carte, une sorte de carte qui nous dit: voici là où tu dois aller, voilà qui tu dois être, voilà ce que tu dois dire, et surtout, voilà comment tu dois réussir dans la vie. Voilà, c'est-à-dire que on nous met comme des chevaux de course dans des couloirs, et chacun doit courir dans son couloir. Voilà. Donc, si tu es doué à une chose, bah, tu vas courir dans ce couloir-là. Si tu es doué pour autre chose, tu vas courir dans le couloir de la matière, par exemple, pour laquelle tu es doué. Et le truc, c'est que c'est vrai qu'on est également dans une société comment dirais-je, hein, dans une société d'expertise, en fait, de spécialisation, parce que on nous apprend à fonctionner par rapport à nos forces uniquement et très peu par rapport à nos faiblesses. Voilà. Et donc, le cerveau humain aussi, il cherche la validation. Elle rassure l'être humain, mais le problème, c'est que cette validation nous rend dépendants. Validé par le regard des autres. Ah, tu es belle aujourd'hui. Quoi, ça veut dire que j'étais moche hier. Ah, c'est bien ce que tu fais. Donc, du coup, le cerveau, physiologiquement, il fonctionne comme ça. Donc, aux encouragements, donc ça va nous pousser à rentrer dans un fonctionnement pour récolter des compliments, hein. Mais ça, c'est depuis tout petit, hein. Donc, on fonctionne à coup de validation du regard des autres. Voilà. Et donc, l'estime de soi, à ce moment-là, elle devient fragile quand elle repose sur la comparaison, on l'a bien compris, quand elle dépend aussi du jugement d'autrui, et qu'elle change en fonction du regard reçu. Si nous vend la tchépoule penchée. Donc, en fait, il y a des gens qui peuvent devenir de véritables caméléons. Parfois, ça peut, quand on rentre dans la psychopathologie, ça peut devenir un petit peu grave. Et en fait, sortir de cette injonction sociale qui est naturelle du fait que nous sommes des êtres sociaux et de ce qu'on vit, du fait qu'on vit en société, ça nous demande en fait de distinguer ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur de nous, ce qui vient du dehors. Et c'est là qu'on va commencer à se dire la vérité, qu'on va voir quelles solutions concrètes mettre en place pour sortir de ces injonctions sociales, mais au moins pour se rendre compte de comment on agit, si on agit systématiquement par rapport aux autres ou si on agit depuis ce qu'on veut et ce qu'on est nous-mêmes. Alors, la première chose, c'est identifier ce qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve à répéter des phrases héritées. Héritées de notre enfance, héritées de notre éducation, héritées de nos parents, héritées de nos grands-parents, ou d'un ami, ou d'une figure qu'on admirait, par exemple, hein, ou de phrases qui revenaient systématiquement dans notre foyer. Donc, par exemple, il faut être, il faut faire, tu devrais, c'est pas pour toi, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et vous avez remarqué que c'est souvent des injonctions qui sont absolument pour le moins négatives, hein. Et trier, ça veut dire garder ce qu'on veut qui fasse partie de notre identité, en fait, et rejeter ce dont on se rend compte qu'il n'en fait pas partie,
qui ne correspond plus en fait à l'adulte qu'on est devenu et à l'être humain qu'on veut être en fait. Et sortir de l'injonction commence par reconnaître que ce n'est pas moi, que c'est une attente extérieure, que je fais ça parce que à un moment dans ma vie, j'ai remarqué que quand je faisais ça, je répondais à une attente qui n'était pas de moi, mais qui venait de quelqu'un d'autre que moi. Ça venait peut-être de ma mère, ça venait peut-être de mon père, ou de mes frères, de mes sœurs, ou d'un ami que j'admirais, ou d'un coach. Voilà, un coach sportif. Et en fait, il s'agit de distinguer, pour retrouver la trace de sa propre identité, il s'agit de distinguer ce qui est hérité de ce qui est choisi, en se demandant, est-ce que je veux cela pour moi, ou est-ce que j'ai besoin de ça pour être validé, pour que soit on ne me fasse pas de remarques, soit pour qu'on m'applaudisse, voilà, ou autre chose, hein. Et puis, reprendre sa souveraineté intérieure, ça veut dire qu'on définit ce qui correspond réellement à la personne que l'on est aujourd'hui ou à la personne vers qui on tend à être, voilà, et non à ce que les autres attendent. Si je sens qu'il y a une différence entre les attendus de mon groupe social, les attendus de mon travail, les attendus de mon mari, les attendus de ma femme et les attendus de mes enfants, et que brusquement, au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai vécu toute ma vie sous couvercle, en m'empêchant d'être moi, et qu'à un moment, ça commence véritablement à me déranger, c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut se poser cette question. En règle générale, on appelle ça la crise de la cinquantaine ou de la quarantaine. Voilà. Il y a des gens qui pètent un petit peu un câble et qui se disent en fait, ben non, plus jamais. Et très souvent, on se retrouve à accumuler les attentes des autres jusqu'à craquer, jusqu'à décider que ce n'est plus ça qu'on veut. Et c'est là que le cheminement vers l'intérieur de soi commence. Mais on est là aujourd'hui pour éviter de péter un câble, hein, déjà, et pour trouver doucement, lentement et sûrement, des pistes pour se retrouver sans avoir à arriver à cette extrémité. Et puis la deuxième chose, c'est il convient de définir sa propre notion de la réussite. Sortir de la réussite pour être validé et revenir à la réalité, la réussite qui fait sens, choisir ce qui nous nourrit intérieurement plutôt que ce qui impressionne extérieurement. Donc les questions à se poser, c'est qu'est-ce qui me nourrit vraiment? À quoi ressemble une vie réussie pour moi, hors de tout ce qu'on affiche, hors de tout ce que les pubs disent? Comment est-ce que je me sens à l'intérieur? Qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce que je kiffe en fait dans ma life? Voilà, en fait, la troisième chose aussi, c'est de reconstruire une estime de soi qui est autonome, c'est-à-dire qui ne dépend pas du regard des autres. S'accorder ses propres encouragements, se féliciter soi-même s'il n'y a personne pour vous féliciter, que vous êtes fier de vous. N'hésitez pas à vous dire bisous, bonbon, bonheur, c'est bon, c'est une coach que j'ai entendu dire ça un jour. Voilà, j'ai bien fait, je suis fière de moi, c'est bien. Voilà, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, reconnaître ses efforts et puis célébrer ses progrès, développer une relation intérieure vis-à-vis de soi-même qui est beaucoup plus juste et qui reconnaît plutôt que de s'auto-flageller tout le temps. Parce que vous inquiétez pas, la société, les regards critiques et les mauvaises langues sont là pour le faire à votre place, d'accord? Donc cela implique aussi d'apprendre à se valider soi-même. Et donc, cette validation intérieure devient un bonus et non pas un pilier sur lequel on va construire et continuer à fonctionner et à baser notre identité. Voilà. Donc, cette estime autonome de soi se nourrit d'autocompassion, ça devient un bonus, comme je disais, d'autocompassion mais d'auto-honnêteté, se regarder là où on est et voir ses axes d'amélioration pour pouvoir y travailler, mais en partant d'un lieu d'honnêteté. Je choisis ce qui est bon pour moi, même si ça surprend et même si ça déplaît. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Si vous avez des questions, si vous voulez voir un sujet abordé dans cette émission, vous n'hésitez pas à m'écrire à bicom.devenez@gmail.com, devenez DEVENEZ. Hein. Voilà. Et si aussi vous avez besoin d'aller plus loin dans la découverte de vous-même, n'hésitez pas à explorer l'univers de Bicom. D'ici là, je vous dis à mardi prochain si Dieu veut et prenez soin de vous pour de vrai.